Bonsoir à tous. Après Carcassonne, on s'intéresse à Montpellier. La 7e ville de France est aux mains de la gauche depuis 1977. 13 candidatures déclarées, on les voit en ce moment à l'écran. C'est une de moins à peine qu'il y a 6 ans. Le maire sortant, Mickaël Delafosse, semble faire la course en tête malgré une gauche dispersée. La droite, elle, peine à exister localement et on se demande ce qui pourrait encore contrarier la réélection du socialiste. Nos invités pour en parler sont journalistes sur ce plateau. Vincent Coste, vous êtes là pour le Midi Libre. Jean-Baptiste Decroix, vous êtes là pour la Gazette de Montpellier. Et Guillaume Rouland pour Ici Hérault. Bonsoir. Mais d'abord, Mickaël Delafosse brigue donc un second mandat. On revient en images sur ses 6 années à la tête de Montpellier. Mickaël Delafosse étreint ses supporters. Le challenger de l'élection la plus folle de France vient de terrasser le maire sortant avec 13 points d'avance. Mais le 62e maire de Montpellier était-il vraiment un challenger? Pas si sûr. À 43 ans, il a déjà une longue carrière de militant et d'élu. Et comme un symbole, ses premiers mots sont adressés à son mentor, dont il brandit la canne, aux côtés de sa fille Julie. Georges Frêche. Quelques heures après sa victoire, le professeur d'histoire arrive en mairie pour son élection par le conseil. Comme à son habitude, sur son vélo, qu'il surnomme Anatole. Encore main dans la main avec les Verts, l'édile annonce la couleur. Ce mandat sera celui de son volontarisme. La tarification sociale de la restauration, la tarification éco-responsable de l'eau, la mise en place du chantier de la mutuelle communale, des études urbaines pour préparer. Ça va être des conseils municipaux. Vous savez, j'ai siégé 6 ans dans l'opposition où il y avait une quarantaine d'affaires inscrites. On va doubler. Point d'orgue de son programme, la gratuité des transports en commun. Le 21 décembre 2023, Montpellier devient la plus grande métropole européenne à instaurer cette mesure. Parallèlement, les chantiers se succèdent et la ville se transforme. La voiture est progressivement chassée du centre-ville. Les pistes cyclables fleurissent. La ligne 1 du tram atteint la gare sud de France. La ligne 5 démarre le 20 décembre dernier. Mickaël Delafosse met en œuvre méthodiquement son programme, quitte à se heurter au mécontentement. La droite, les commerçants, les artisans dénoncent une ville engluée dans les bouchons et un endettement pharaonique. Ces anciens alliés des Verts s'insurgent contre le projet du COM et la création d'un incinérateur CSR. Quant à la gauche mélenchoniste, elle crie au scandale face à l'activisme du maire sur le terrain de la sécurité et à la crise du logement. Autant de thèmes qui feront l'élection de 2026. Une élection dont on ne sait pas encore si elle sera aussi folle que la précédente, mais dont le personnage central est cette fois-ci sans aucun doute le maire sortant de Montpellier. Mickaël Delafosse, personnage central de cette campagne. Dans tous les sondages réalisés depuis novembre, il fait la course en tête. Alors on rappelle les précautions d'usage sur les sondages. C'est une photographie à l'instant T et présente des marges d'erreur conséquentes parfois selon l'échantillonnage. Mais que nous apprend l'enquête réalisée par Midi Libre en février ? Oui, elle nous apprend que Mickaël Delafosse, effectivement, est le grand favori de cette élection. Vous le dites, les sondages le placent en tête très largement au premier tour, entre 15 et 20 points suivant les sondages. Celui de Midi Libre, je crois qu'il était 19 points devant la personnalité qui arrive à la seconde place, Nathalie Oziol, pour la liste de la France Insoumise. Et les autres candidats sont autour ou juste en dessous de 10%, donc il est effectivement le grand favori de cette élection. Une élection peut-être par rapport à ce que vous disiez dans votre reportage, pour l'instant moins folle que celle de 2020, qui quand même dans le genre avait battu quelques records et avait attiré toute une attention au niveau national. C'est moins baroque cette année, mais il faut voir ce qui va se passer aussi dans l'entre-deux tours. Et c'est vrai que c'est un peu le seul suspense pour l'instant, c'est qui est en face de Mickaël Delafosse au second tour. Et comment expliquer cette large avance ?
Plusieurs aspects, à mon avis. D'abord, le premier, c'est à mettre à l'actif de Michaël Delafosse, c'est qu'il a appliqué la quasi-totalité de son programme, de ce qu'il avait proposé en 2020. Il a fait beaucoup de choses quand même, en peu de temps. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce qui a été fait. Une chose est sûre, c'est que d'un point de vue factuel, si on reprend vraiment tous les points de son programme, il y a quasiment tout réalisé, dont des choses qui sont quand même très marquantes. La ligne 5 de tramway, qu'on a inaugurée il y a peu de temps, la gratuité du tram, le prolongement du tram jusqu'à la gare TGV, des pistes cyclables. Il a une action quand même très forte qui est à mettre à son actif. Et je pense que c'est aujourd'hui le résultat des sondages. Et j'ajouterai sur les sondages, il y en a eu plusieurs déjà qui ont été réalisés sur le premier tour. Les sondages, quoi qu'on en dise, sont quand même souvent très très proches de la réalité. Maintenant, c'est une science quand même qui est très précise, qui est très fine. Il y a rarement des séismes où finalement on découvre un résultat tout autre que le sondage qui avait été donné. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont sérieux, qui sont fiables. Et par contre, il a aussi élargi son socle électoral. Oui, puis il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que certes, il y a une liste de moins qu'en 2020, il y en avait 14, il y en a 13, mais il y a quand même une multiplicité de listes et de candidats qui jouent nécessairement, et alors il y a toujours ce qu'on appelle la prime au sortant. Ça joue en sa faveur parce qu'il est sortant, mais ça joue aussi en sa faveur parce que ça part un peu dans tous les sens. Certains, je ne sais pas si on aura l'occasion de le dire, mais on a un peu aussi le sentiment, on se demande ce qu'ils font là, on n'a pas bien compris pourquoi ils y vont. Et ça, forcément, ça profite à Michaël Delafosse, dont il faut croire que finalement, les Montpelliérains ne sont pas si mécontents que cela, même si ça a été quand même, s'il y a eu quelques turbulences pendant le mandat. C'est qu'il y a eu quand même aussi de la colère, parfois de la part des habitants, sur les embouteillages. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué pendant 6 ans. Ça me rappelle un peu la ville de Nîmes dans la configuration fin des années 2000, quand le maire de Nîmes de l'époque, Jean-Paul Fournier, a engagé une politique de grands travaux. Ça a été... Je connais bien cette ville. Ça a été vraiment... La ville a été à feu et à sang politiquement pendant toutes ces années parce qu'on ne pouvait plus circuler. Aujourd'hui, Nîmes est une ville embellie, tout le monde s'en félicite. C'est un peu ce qui est en train de se produire à Montpellier. Ça a été compliqué pendant 6 ans, mais aujourd'hui, les gens voient finalement le résultat de cette politique de grands travaux. Mais certains ont qualifié sa politique sur les mobilités douces, notamment d'écologie punitive. Alors, après, c'est l'argument des pros de la bagnole, ça. C'est l'argument des pros de la bagnole. Il n'y en a pas beaucoup, par contre, quand on écoute les candidats là, sur les 13 qui sont là, quand on écoute leurs propositions, on n'en trouve pas vraiment qui sont contre les pistes cyclables, qui sont contre les vélos. Finalement, certains veulent même les étendre. Voilà, c'est ça. Donc finalement, des critiques, oui, peut-être, mais il n'y a pas non plus de révolution. Il n'y a personne qui dit « Oh là là, c'est une catastrophe qui a été faite sur les pistes cyclables, on arrête tout, on défait ce qui a été réalisé ». Pas du tout. Et puis, peut-être une donnée à prendre en compte aussi, mais qui est importante à mon avis, les gens qui râlent, les citoyens qui râlent, votent-ils vraiment à Montpellier ? Donc pour ou contre Michaël Delafosse, mais votent-ils vraiment à Montpellier ? Ce sont beaucoup les gens qui rentrent dans Montpellier le matin, c'est vrai, qui sont dans des kilomètres de bouchons, ce sont les gens qui sortent le soir, ce sont les gens qui habitent Juvignac, Castries ou Saint-Georges-d'Orc, mais ils ne votent pas. C'est un peu le syndrome Anne Hidalgo en 2020. Il y avait les commerçants, les artisans également. Exactement, qui ont prometté une défaite après le renoncement de la circulation sur les voies sur berge, les Parisiens râlaient, criaient, gueulaient comme vous voulez, parce que voilà, on ne pouvait plus rouler dans Paris, mais c'était les banlieusards, beaucoup qui... les Parisiens, finalement, n'étaient pas mécontents. Et là, les Montpelliérains, finalement, les travaux terminés, sont plutôt contents. Moins de circulation devant chez eux. Et avant de passer vraiment à certains thèmes de campagne, juste un mot très rapidement sur l'endettement. La gratuité a un coût. Aujourd'hui, l'endettement est aussi un sujet... que l'on peut dénoncer. Par rapport à d'autres villes de France, je crois que le taux d'endettement de Montpellier reste relativement raisonnable. Alors certains en font effectivement un argument de campagne pour nous dire qu'avec la gratuité, effectivement, Michaël Delafosse a plombé les finances de la commune, mais en comparaison à d'autres villes de cette importance-là, je ne pense pas, spécialiste des finances publiques. Montpellier est la 6e grande métropole de France par rapport au taux d'endettement par habitant, qui est environ d'un petit peu plus de 1 300 € par habitant actuellement. Mais devant nous, il y a des villes comme Marseille, comme Nice, comme Lyon, comme Paris, où le taux est bien supérieur. Il y a quand même eu une accélération de la dette liée au chantier. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été réalisés. Et la réponse de l'équipe sortante, c'est on ne fait rien sans rien. Évidemment, on a mené beaucoup de chantiers, donc il a fallu s'endetter. Mais voilà. Et en complément, il rassure un peu en amont en disant aussi,
on a beaucoup fait. On fera moins. On va faire moins, on va lever le pied, on n'est plus dans les mêmes contextes budgétaires, il y a beaucoup d'incertitudes sur le plan financier. Ce deuxième mandat sera celui d'une certaine stabilité par rapport au premier, où effectivement, il y a eu un nombre de réalisations assez important. On passe au thème de campagne et parmi eux, Mickaël Delafosse s'est emparé de la sécurité, quitte à déborder un peu sur sa droite, à piquer quelques électeurs peut-être. Je crois qu'il incarne cette gauche décomplexée par rapport aux questions de sécurité. Pendant longtemps, la sécurité à gauche, c'était un sujet tabou. Il ne fallait pas en parler, ou alors à travers le prisme social, de l'insécurité sociale. Je ne veux pas revenir sur l'époque Lionel Jospin, Jacques Chirac, mais c'est ce qui se disait à l'époque. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'élus de gauche pragmatiques, je pense alors évidemment Mickaël Delafosse, il n'y a pas que lui, il y a la maire de Nantes aussi, qui ont vraiment, même si Nantes a des vrais problèmes d'insécurité, ont pris ce problème à bras-le-corps. Et il est décomplexé par rapport à ça. Il a mis en place la police municipale des transports. Il est en première ligne dans la lutte contre les narcotrafics. On le voit régulièrement dans des reportages de magazines nationaux où il arpente les cages d'escalier des cités de Montpellier. Il n'a pas peur, il est décomplexé. Et il en a fait un de ses chevaux, en plus de la gratuité et d'autres, ou de la laïcité, un de ses chevaux de bataille. Je ne pense pas que ce soit uniquement dans un but électoraliste, mais je pense que vraiment, il a pris conscience qu'à Montpellier, comme ailleurs, il y a un vrai problème à régler. Et là-dessus, on assiste, tout le monde est d'accord sur l'augmentation des moyens, tous les candidats, et quitte à ce qu'il y ait une surenchère. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu la course à combien de policiers municipaux on embauchera en plus si on est élu maire de Montpellier. Mais c'est vrai que tout le monde, et de toute façon, tous les candidats sont sur des propositions autour de la sécurité, comme quoi il faut renforcer la sécurité à Montpellier, problèmes de narcotrafic, et problèmes autour des épiceries de nuit aussi notamment qui ont fait l'actualité il y a peu de temps. Il y a malgré tout quelques différences aussi. J'en prends une, par exemple. Le maire Mickaël Delafosse, le maire sortant, porte un projet de grand hôtel des sécurités qui serait donc construit dans le quartier Selle-Neuve à Montpellier. Vous prenez une proposition à l'inverse du candidat Sorel, Philippe Sorel, qui était donc son prédécesseur, maire de Montpellier juste avant. Avec lui, il dit, moi, il n'y aura pas de grand hôtel des sécurités à Montpellier, mais on va plutôt réinvestir les quartiers. Donc il y a quelques différences malgré tout dans les propositions, mais il est clair que la sécurité, elle est au cœur de tous les programmes. Quelque chose à ajouter ? Et à la gauche de Mickaël Delafosse, c'est vrai que les propositions en matière de sécurité sont majoritairement davantage axées sur les sujets de prévention, par exemple, et beaucoup moins sur les sujets de répression. On le voit aussi sur l'augmentation du nombre de caméras qui fait parfois donc débat. Donc il récupère des voix à droite avec ce positionnement. En tout cas, je pense que sur ces sujets-là, il y a un électorat de droite ou de centre-droit qui effectivement est peut-être plus rassuré par ce discours-là tenu par un homme de gauche que par d'autres. Même si Montpellier n'est pas historiquement une ville de droite. Il n'y a pas un réservoir. Il n'y a pas la sociologie. Autre thème qui s'est invité dans la campagne et une épine dans le pied de Mickaël Delafosse, c'est le projet de CSR, de transformation de l'usine de méthanisation en incinérateur CSR. Ça avait déjà divisé la majorité en 2024. Ça divise la majorité, ça l'avait divisé plutôt, oui, effectivement. Et ça divise, on l'a vu lors du débat, notamment que nous avons organisé à Midi Libre. Mickaël Delafosse était assez isolé sur cette opposition de l'incinérateur, qu'il était le seul à défendre, avec l'approbation de France Jamais. Voilà, pour le Rassemblement national qui dit qu'elle y est favorable. Et en face de lui, les oppositions sont plus ou moins virulentes, avec notamment sous l'angle sanitaire de la santé. Jean-Louis Rumégas en a fait une ligne rouge à ne pas franchir. Il en a fait politiquement en plus une ligne rouge à ne... Ce qui hypothèque certains rapprochements au deuxième tour, peut-être ? À ne pas franchir. Éventuellement, en même temps, Mickaël Delafosse aura-t-il besoin des voix de Jean-Louis Rumégas ? Je ne suis pas sûr que ça le fasse, que ça l'inquiète outre mesure. De toute façon, il s'est engagé lui-même là-dessus. Il s'est engagé en disant qu'entre le premier et le second tour, c'est la même liste qu'il déposerait. Donc, normalement, il n'y aura pas de fusion. Pas de rapprochement, que ce soit avec Jean-Louis Rumégas ou qui que ce soit. Il peut le dire tranquillement, confortablement. Et par rapport au CSR, il y a, à mon avis, une grosse difficulté quand on évoque un éventuel rapprochement entre une liste Delafosse et une liste Rumégas, c'est que Jean-Louis Rumégas, lui, a pris sur sa liste en colistier François Vasquez, qui est l'ancien vice-président délégué aux déchets, la politique zéro déchet, qui a été débarqué, alors on ne sait pas très bien dans quelles conditions, ça a d'ailleurs provoqué un nouveau psychodrame avec les écologistes, mais qui a été débarqué, je ne vois pas comment, alors que François Vasquez, qui a dénoncé l'existence et ce projet de CSR,
peut aller à nouveau faire alliance avec Mickaël Delafosse. C'est très très peu probable. Juste, moi je rappellerai quelle est la problématique quand même qu'il y a autour des déchets, qui fait débat. C'est qu'aujourd'hui on a une problématique à Montpellier où on exporte énormément de nos déchets. On exporte 110 000 tonnes par an, parce qu'il y a 4 000 camions quand même qui vont exporter nos déchets ailleurs qu'à Montpellier. Avec un coût conséquent. Avec un coût conséquent, et puis voilà ce que ça veut dire aussi. Ça veut dire qu'on exporte nos propres déchets. C'est une solution qui a priori n'est pas durable. Et donc la solution qui est portée en effet par l'équipe sortante, c'est cette chaudière CSR qui permettrait donc de traiter en grande partie nos déchets. Et l'attaque qui est faite par Jean-Louis Romégas, puisque vous l'avez cité, c'est de dire oh là là, mais ça va polluer encore plus, et il faut plutôt avoir une politique de zéro déchet. La réponse, c'est alors d'abord... Ce que son nouveau colistier proposait en exactement. Temps, mais ça prend du temps. Et la réponse qui est quand même à souligner, c'est que la chaudière CSR, c'est la solution qui est prônée par l'ADEME, qui est quand même l'agence pour le développement de l'écologie, en effet. Donc c'est quand même un argument un peu massu. En tout cas, il s'appuie là-dessus. Et il s'appuie là-dessus, puisque l'ADEME le propose, et sur le fait d'installer des filtres pour que ce soit mieux filtré, encore plus filtré que ce que la loi l'impose. Voilà. Et sur la base de considérations purement électoralistes, est-ce que c'est un sujet qui interpelle beaucoup? Non, les Montpelliérains ne savent pas... Est-ce qu'on parle beaucoup dans Montpellier? Vous prenez 100 personnes sur la place de la Comédie, vous parlez plus de vélo et de bouchons. Mais est-ce qu'elles vont vous parler de l'incinérateur? Peut-être à tort d'ailleurs, peut-être que dans 10 ans on découvrira qu'il y a un vrai enjeu de santé publique. Effectivement, malheureusement, mais en tout cas je ne pense pas que ce soit un sujet qui impacte énormément dans l'opinion publique et dans l'électorat. Là on est à 10 jours du premier tour, est-ce que les lignes peuvent encore changer ? À quel point de vue? Vous voulez dire déjà des rapprochements qui se... Pas des rapprochements, déjà, voilà, je pense que déjà chacun va vouloir pas montrer ses muscles, mais au moins voir un peu ce qu'il pèse. Il y a un enjeu pour savoir qui sera au second tour. Alors déjà l'enjeu... Hormis le maire sortant Mickaël Delafosse, où là ce serait vraiment un énorme séisme au vu des résultats des sondages, mais qui sera face à lui au second tour? Il y a un enjeu quand même, puisqu'ils sont... D'après le sondage, dans un mouchoir de poche, il y a Rémi Gaillard, il y a Philippe Sorel, il y a Moed Altrad. Déjà sur les forces en présence. Et Nathalie Oziol, je sais que je n'ai pas cité, on va parler justement. Oui. Nathalie Oziol, elle se présentait un petit peu comme la challengeuse. On voit qu'elle est créditée de 15-16% selon les sondages. C'est en dessous de ses attentes? Elle espérait davantage? Elle espérait prendre Montpellier? Elle en espérait sans doute davantage dans la ville où Montpellier est une ville mélenchoniste. Jean-Luc Mélenchon a toujours fait de très bons résultats au présidentiel. Je pense d'ailleurs, sans vouloir remettre en cause la légitimité de sa candidature et de sa campagne, je pense que sa candidature est pour la France insoumise un tour de chauffe, un galop d'essai en vue de la prochaine présidentielle. C'est pas pour rien que Jean-Luc Mélenchon, il y a 15 jours, est venu la soutenir. Je pense qu'il n'a pas que ça à faire, ou alors il pense vraiment que la ville est prenable. Je ne pense pas. Mais je pense que pour LFI, c'est d'abord ça, c'est d'exister et puis de marquer sa différence, surtout avec Mickaël Delafosse, qui n'a pas ménagé ses critiques au moment de la NUPES vis-à-vis d'LFI, qui n'a jamais voulu faire alliance avec LFI. Donc, tout naturellement, Jean-Luc Mélenchon s'est dit, puisque c'est ça, on va te mettre une candidate dans les patins. Il y a aussi à gauche l'ancien maire Philippe Sorel qui vient marcher sur les plates-bandes de Mickaël Delafosse. Oui, c'est vrai. En fait, il y a plusieurs candidatures qui, à un moment donné, on s'est dit peut-être qu'ils vont s'unir, qu'ils vont se rassembler. On pense à Isabelle Perrin, à Philippe Sorel, vous l'avez dit, à Moed Altrad. À un moment donné, on s'est dit peut-être qu'il va y avoir qu'un seul candidat sur les trois. Finalement, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Est-ce qu'ils s'entendront au second tour? En tout cas, ils ne l'ont pas montré pour le moment. Voilà, peut-être qu'il se passe des choses en coulisses. Mais... Très certainement. Il y a certaines déclarations des uns et des autres qui peuvent laisser entendre parfois que ça pourrait se rapprocher ensuite. En tout cas, derrière Nathalie Oziol, il y a 4 candidats qui se tiennent en 2 points, entre 8 et 10%. Donc pour un maintien au second tour, on est dans la marge d'erreur. Parmi ces 4 candidats, on ne l'a pas encore cité, il y a aussi l'humoriste et défenseur de la cause animale. Dont le score est une surprise aussi, Gaillard, les intentions de vote annoncées. Qui était donné à 10%. Ensuite, pour que les lignes bougent, pour reprendre votre interrogation initiale, il peut y avoir aussi des événements extérieurs. Et cette campagne n'en manque pas au niveau national ou international. Dans quelle mesure aussi
Va-t-on vers un vote refuge, peut-être, un vote dans des contextes, un contexte international très, très tendu. Le contexte national a évolué aussi avec les phrases qu'on a reprochées à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je ne suis pas sûr que pour Nathalie Osiol aussi, ce soit... Il est venu l'aider, je ne suis pas sûr qu'il lui ait fait un cadeau et qu'il ait fait un cadeau à ses candidats avec ces deux sorties. Donc ça, à la marge, ça peut peut-être jouer, en effet. Et le RN, en embuscade ou pas ? Le RN, historiquement, sur Montpellier-Ville, est assez faible. Comme la droite dite droite républicaine, également, voire encore plus. On est loin de la dynamique nationale, effectivement, sur l'extrême droite. C'est un point qui est quand même central, c'est que des élections municipales, c'est quand même des élections très particulières. On vote aussi pour une personnalité, pour une proximité, pour quelqu'un qu'on connaît, et non pas pour une étiquette. L'élection préférée des Français. C'est l'élection préférée des Français. Et les filles, par exemple, en effet, ils ont des... Rémi Gaillard peut s'inscrire aussi dans cette... Il est connu, sa tête est connue, en tout cas, il joue le trublion. Oui, il a cette notoriété pour lui. C'est ça. Ça inspire de la sympathie, peut-être. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec mon confrère, il y a une question d'incarnation qui est capitale dans une élection municipale. Et c'est peut-être d'ailleurs étonnant de voir d'autres candidats peut-être faire une campagne sur un mode plutôt tranquille, ne pas s'exposer plus. Vous pensez à Moed Altrad, par exemple ? Oui, Moed Altrad, oui, tout à fait. Qui fait pas vraiment campagne. Ça reste quand même un mystère, pas pour moi en tout cas, la candidature de Moed Altrad. Bon, il participe pas à votre débat. Il participe à aucun débat. Ils l'ont dit, ils ne feront aucun débat. Vous ne voient pas l'intérêt. Vous allez consulter son programme sur son site internet dédié. Il y a 3 lignes par thème, donc on a un petit peu du mal à y voir clair. On se demande pourquoi il y va. Il fait campagne avec des arguments qui consistent à se faire filmer, à faire des vidéos à bord de son jet privé ou à dire qu'il a le téléphone portable de Barack Obama. J'ai envie de dire, ça nous fait une belle jambe, mais je ne pense pas que ce soit ça qui intéresse en premier lieu les Montpelliérains. C'est pas ce qu'ils cherchent, en tout cas. Pour moi, ça reste un mystère, la candidature de Moed Altrad. On va passer au second tour, éventuel, les scénarios en tout cas. Beaucoup de candidats, on l'a dit, flirtent avec les 10%, donc qui est le seuil qui permet de se qualifier, de se maintenir. On se dirige vers quel scénario ? Triangulaire, quadrangulaire ? Là, avec 4 candidats entre 8 et 10%, on est dans la marge d'erreur, c'est faire de la politique fiction. Après, à Montpellier, on peut reparler 30 secondes de 2020, où on avait eu, au second tour, une alliance quand même, on va dire, assez singulière, improbable. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, qu'on pourrait très bien avoir de nouveau Moed Altrad, avec la candidate soutenue par la France Insoumise, avec une candidate écologiste et avec Rémi Gaillard. Cet attelage n'était pas franchement envisageable quelques heures avant qu'il soit annoncé. Donc, on peut s'attendre à tout après, suivant les résultats du premier tour. Mais le plus important, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Mickaël Delafosse, de toute façon, arrivera en tête et a dit déjà que la liste qu'il avait présentée au premier tour serait celle qui serait présentée. Parce qu'il n'aura sans doute besoin de personne pour être réélu, tout simplement. C'est mathématique. Personne. C'est vrai que, après, c'est une élection, on ne peut jamais savoir, mais en tout cas, d'après les sondages, il semble que ce soit une triangulaire ou une quadrangulaire, ça ne change pas grand-chose sur l'issue du vainqueur à la fin, puisque l'avance est quand même considérable. Le seul enjeu, à mon avis, par rapport aux listes qui seront qualifiées pour le second tour ou qui feront alliance avec une liste qui est en capacité de se maintenir, et pour ça, il faut faire entre 5 et 10% au premier tour, c'est que ça va peut-être, pas pour la première fois, mais ça va peut-être créer une vraie opposition à un deuxième mandat éventuel, on va parler quand même encore au conditionnel, à un deuxième mandat de Mickaël Delafosse, qui a souffert d'une petite opposition pendant son premier mandat, incarné par Alain Cadoulin, par exemple, ou François Vasquez, je parlais de lui tout à l'heure, par rapport à la problématique du CSR, mais qui n'a pas quand même été très virulente. La preuve, vous allez avoir LFI, par exemple, incarné par des gens comme Alain Cadoulin, mais à côté de ça, vous avez René Revol, le maire
LFistes, amis de Jean-Luc Mélenchon, maire de Grabel, qui votent tout ce que Mickaël Delafosse veut lui faire voter. Donc, et qui porte le projet de CSR. Hein, on parlait des déchets tout à l'heure. Ce qui met effectivement LFI dans une drôle de position. Dans une situation particulièrement délicate. Il y a un peu de schizophrénie quand même chez les insoumis, parce que d'un côté on dit blanc, de l'autre côté on dit noir. Mais l'enjeu de ce scrutin, ça va être de savoir ce que va peser l'opposition et avec qui. Et peut-être que là, ça augure peut-être d'un deuxième mandat moins tranquille pour Mickaël Delafosse. Vincent, vous, votre avis là-dessus ? Oui, et puis on sait aussi sur le plan purement électoral, les alliances d'entre-deux tours ou les fusions de listes, c'est une chose, mais l'addition des scores du premier tour ne donne pas le score du deuxième tour des listes qui ont des listes qui ont fusionné. Il y a des déperditions, il y a des gens des électeurs qui ne vont pas s'y retrouver, qui n'iront pas voter au second tour ou qui voteront pour un autre candidat. On peut imaginer différentes combinaisons qui pourraient apparaître logiques ou plus cohérentes que celles d'il y a 6 ans. Et très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute, l'abstention, est-ce que ça pourrait changer la donne ? Non. Grosse abstention en 2020. À mon avis, ça peut même aussi profiter à Mickaël Delafosse. Ah oui, il y a des chances, oui. Parce que l'électorat de Mickaël Delafosse, lui, va se mobiliser, à mon avis. Et justement, si l'abstention est forte, ça peut encore plus le renforcer. Okay. L'abstention avait joué un vrai rôle en 2020, notamment l'abstention de l'électorat le plus âgé, qui s'était beaucoup moins déplacé que d'habitude. Cette année, ça risque d'être différent. Et bien, c'est déjà terminé. Vous l'aurez compris, Montpellier sera scruté au niveau local comme national et nous serons bien sûr très attentifs aux résultats. On vous remonte les 13 candidats officiels. Ceux qui seront maintenus seront en débat le 18 mars sur notre plateau. Tout de suite, le journal régional. Très belle soirée à vous.